Thomas Michel me dit, comment peux-tu nous raconter comment se passe une semaine dans la peau de Pierre Ménès? Elle se passe globalement comme un mec à la retraite, c'est-à-dire beaucoup de glandes, de piscine. Je vais très régulièrement au château des Tourelles à Pornichet pour nager, j'y vais cet après-midi d'ailleurs. Je vais très régulièrement, moins régulièrement que Mélissa, mais je vais quand même très régulièrement sur le chantier de ma maison, voir l'évolution des choses. Je sors, il se trouve que demain, après-demain et jeudi, j'ai 3 déjeuners à la Baule. C'est pas aussi souvent, j'ai un carnet de balles aussi rempli. Et puis surtout, je suis énormément devant ma télé à me regarder les matchs. Vous voyez, cette semaine, eh ben, évidemment, j'ai mardi Lille-Dortmund, Paris-Liverpool mercredi, Bucarest-Lyon jeudi, et dès vendredi, on réattaque avec le championnat. Donc c'est vrai que ça m'occupe beaucoup de mes soirées, d'autant que moi, mes soirées, elles sont limitées à la plus simple expression, parce que j'ai énormément de mal depuis ma greffe à tenir au-delà de minuit éveillé, ce qui explique que parfois, et je m'en excuse d'ailleurs, j'ai l'air un petit peu fatigué lors de certains débriefs d'après-match, parce que les débriefs d'après-match, comme leur nom l'indique, elles sont après le match, et que je suis parfois un petit peu fatigué. Qu'est-ce que tu regardes, toi, hein, Magic? Nicolas Young me dit, les pronos légendaires de Pierrot que nous attendons tous semaine après semaine font-ils beaucoup de vues en moyenne? Alors, ça fait moins de vues que mes débriefs, que mes face à Pierrot, mais on est passé d'une période où ça faisait 4-5 000 vues à une période où ça en fait quasiment 10 000 aujourd'hui. Donc bon, je dirais c'est un peu comme le reste de la chaîne, hein. Évidemment, le nombre d'abonnés monte chaque semaine, donc forcément le nombre de vues augmente. Ce qui est très rigolo, c'est que moi je fais vraiment ça pour rigoler, et qu'il y a beaucoup de mecs qui prennent ça au premier degré. Mais bon, voilà, moi je prends ça pour une animation de plus pour ma chaîne, et pas du tout pour un conseil au jeu, quoi. Alex Penon me dit, Laurent Prudhomme qui déclare que Lorenzi a porté réserve de façon gênée sur Almeida en déclarant avoir reçu le texte de réserve de Reims. D'où vient selon toi cette succession de réserves concernant Almeida? Nos présidents de club, dans une situation d'urgence pour le foot français, n'ont-ils rien d'autre à faire que de se livrer à des guéguerres de cours d'école? Mais si, totalement, c'est pathétique, c'est lamentable. Le transfert, il a été validé à la fois par la DNCG et par la Ligue. Donc toutes ces réserves sont nulles, non avenues, inutiles et pathétiques comme la réserve de Textor et de l'OL contre Kvaratskhelia est pareil, c'est pathétique, c'est de la guéguerre à 2 balles, mais c'est en même temps très très symbolique de l'état de déliquescence absolue où est le foot français aujourd'hui, avec les problèmes de droit, la guéguerre, El Khelaifi, Textor, enfin moi je vois ça avec énormément de tristesse. Pierrick Liep me dit, as-tu connu des joueurs qui faisaient exprès de prendre des cartons jaunes ou rouges afin d'être suspendus pour un match auquel ils ne voulaient pas jouer? Perso, je pense que Seko Fofana a fait exprès d'être suspendu pour son retour à Lens dans 15 jours. Je n'ai pas tenu une comptabilité des cartons qu'a pris Seko, ni de la raison pour laquelle il les a pris, donc je peux pas affirmer ce que tu es en train d'affirmer. Je sais que tu avais des joueurs qui, effectivement, faisaient souvent exprès d'éviter un déplacement à Floriani, notamment, je me souviens d'Ali Benarbia à Bordeaux. Oui, ça peut arriver, mais bon, après, il faut pas non plus que ça devienne un mauvais procès. Stéphane Steph me dit, vu le nombre de questions que tu reçois par semaine, comptes-tu rallonger le face à Pierrot de 10 ou 20 minutes pour répondre à plus de questions? Personne, j'attends ce face à Pierrot avec impatience toutes les semaines. Tu sais, là, on en arrive à pratiquement 1h30 de réponses toutes les semaines. J'en suis là à quasiment 400 questions toutes les semaines. J'aimerais peut-être faire un deuxième face à Pierrot le jeudi, mais bon, là, c'est compliqué puisque t'as un match de Coupe d'Europe de Lyon. Voilà, on verra. En plus, celui-là, de face à Pierrot, il n'a pas une espérance de vie énorme puisque t'as un match de Ligue des Champions dès demain soir.
Mais non, j'essaye au contraire de rester, de pas dépasser l'heure et demie de réponse. Stéphane Steff, encore une fois, me dit pourquoi dans certains clubs les supporters peuvent aller voir les entraînements quasiment tous les jours et peuvent rencontrer des joueurs au quotidien, alors que d'autres clubs ne font aucun effort en faisant que du huis clos. Les clubs et joueurs vivent grâce aux supporters indirectement. Serait-il pas intéressant de redonner une image d'accessibilité au monde du foot comme dans certains sports? Mais encore une fois, c'est un peu inhérent aussi à l'endroit où les clubs s'entraînent. Quand tu t'entraînes comme le PSG à Poissy, bon, il est évident que t'as pas de supporters puisque t'as pas accès à l'enceinte du centre d'entraînement. Bon, à Strasbourg, c'est beaucoup plus ouvert, par exemple, au public. Maintenant, je comprends aussi que t'es des entraîneurs qui aiment et préfèrent travailler notamment les séances tactiques à huis clos parce que t'as des supporters, mais t'as pas forcément que des supporters. Tu peux aussi avoir des gens, des clubs adverses qui viennent espionner ce qui passe. Donc, effectivement, je pense que maintenant, je souhaite pas qu'on légifère non plus sur ce genre de sujet. Effectivement, c'est bien qu'il y ait des séances ouvertes au public, mais c'est bien aussi qu'il y ait des séances à huis clos. Beaumaya Sirob me dit « J'espère que tu vas bien. Je t'ai dit il y a 3 semaines que les Lensois avaient lâché leur coach. Penses-tu que le résultat de ce week-end va inciter les dirigeants à le voir aussi? Je reste convaincu qu'il est surcoté et toi ?» Alors, il y a 2 choses. Il y a être lâché et être surcoté, ce qui n'est pas forcément non plus la même chose. Je pense surtout que Will Steele est extraordinairement déçu. Je pense qu'il espérait, en quittant Reims pour Lens, arriver dans un club avec d'autres moyens et d'autres ambitions et qui voit que son effectif a été tronçonné durant ce mercato d'hiver. Je pense qu'il est extraordinairement déçu. Je le trouve incroyablement nerveux. D'ailleurs, il l'a lui-même reconnu. Maintenant, est-ce qu'il est lâché par... Je pense malheureusement que les joueurs de Lens ont d'autres problèmes à gérer que de lâcher leur entraîneur. Beaumaya Sirom me dit, quand on voit tous les clubs qui changent de coach en cours de saison pour un coach étranger et que ça ne marche pas, Rennes, Caen, Saint-Étienne, pour ne citer que ces derniers, penses-tu qu'il n'y a pas un souci avec la différence de langue? Et lorsqu'un club est dans la mouise, il devrait au moins éviter de se rajouter une complication d'ordre linguistique. Ça me paraît être une très bonne remarque. Effectivement, qu'il y a peut-être une différence entre avoir un club avec des grandes ambitions comme le PSG, comme Marseille, comme Monaco, et espérer franchir un cap en prenant un entraîneur de plus huppé avec d'autres méthodes comme Luis Enrique, comme De Zerbi, et être dans une situation d'un club où tu joues ta peau et tu dois te serrer les coudes, faire preuve de plus de solidarité. Et je pense effectivement que dans ce genre de situation, avoir un entraîneur qui parle ta langue, ça peut être très important. Je pense que c'est une des raisons de la réussite d'Habib Beye par rapport à Sampaoli à Rennes, par exemple. Nicolas Young me dit 11 buts pour Emega, pas mal pour un mauvais joueur issu de Bluco. Votre avis sur ce joueur qui ne cesse de faire des efforts sur le terrain? Le Racing a-t-il une chance de le conserver la saison prochaine? Moi, j'ai toujours apprécié Emega parce que je trouve que c'est un grand gabarit qui va quand même très vite, qui fait énormément d'appels, énormément d'efforts. Il n'est pas toujours servi, même à Auxerre. Je veux dire, il a 2 ballons, un où il est hors jeu, évidemment, d'un demi-centimètre, comme la règle à la con du hors-jeu ne l'autorise pas. Et puis le but qu'il met, mais sinon il a quand même très peu de ballons, mais il défend, il se bat, il dégage des ballons de la tête, et en plus c'est un leader dans le groupe, donc c'est un joueur extrêmement intéressant. Maintenant il a été payé 14 millions par Bluco, c'est un pari qui s'avère gagnant, mais bon, il ne s'avérera gagnant que si tu le vends le double, c'est-à-dire en gros près de 30 millions. Maintenant, est-ce qu'il y a un club qui est prêt à mettre 30 millions la saison prochaine sur Emega, ou est-ce que ces clubs-là attendront peut-être encore une année de plus de confirmation pour vraiment mettre le paquet dessus? Après, encore une fois, c'est comme pour Petrovic, pour Santos, pour Doucouré, pour Diarra. Il faut voir aussi où sera le Racing Club de Strasbourg l'année prochaine. Et s'ils sont européens, est-ce que ces joueurs ne seront pas tentés de rester et de poursuivre l'aventure dans le club? Ranchlaka me dit 111 arbitres déposent plainte contre Longoria. Trouves-tu normal qu'ils arbitrent encore l'OM, club dont Pablo est le président? Imagine la même situation dans le civil. Dans une impartialité, la LFP devrait nommer un arbitre étranger. Je pense qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers et se demander
Comment on peut en arriver à ce que 111 arbitres déposent plainte contre un président? Ça veut dire que ce qu'a fait Longoria et ce qu'a dit Longoria est quand même suffisamment grave pour susciter une réaction de tous. La faute est sur Longoria et pas sur les arbitres. Je pense que Stéphanie Frappart a répondu à ta question en faisant un arbitrage impeccable lors de Marseille-Nantes, où les joueurs d'ailleurs se sont bien comportés, il faut le dire aussi. Mettre un arbitre étranger, oui, mais bon, si l'arbitre étranger il siffle pas pour Marseille, le problème sera de nouveau le même. Je pense que c'est l'attitude du club et l'attitude des clubs, même vis-à-vis de l'arbitrage, qui est mauvaise. Giovanni Ducommun me dit: comment se passe votre convalescence après votre greffe? Avez-vous un traitement à vie ou autre? Désolé si c'est trop personnel, merci. Alors, on n'est plus... Ma greffe, elle date du 12 décembre 2016. Voilà, 12 décembre 2016, donc ça fait quand même maintenant... ça fera 9 ans, déjà, à la fin de l'année. Donc, on ne peut plus parler de convalescence, on peut parler de dommages collatéraux, hein, fait que j'ai perdu tous mes muscles, tous les muscles de mes jambes, et que malgré mes efforts à une époque, j'ai pas pu les récupérer. Effectivement, que mes goûts en termes de nourriture ont changé, que je suis beaucoup plus dans le sucré que je ne l'étais avant ma greffe, que effectivement je me couche beaucoup plus tôt qu'avant. Sinon, oui, effectivement, j'ai des traitements à vie, hein, j'ai mes petits piluliers tous les matins, j'ai 12 médocs le matin, 5 le soir, et mon anti-rejet pour le foie, comme mes reins avaient rejeté celui que je prenais qui s'appelait l'Advagraph. Maintenant, je fais une perfusion tous les mois d'anti-rejet. Donc, mais non, sinon, on peut plus vraiment parler de convalescence. Alexandre Nadalojo me dit: Saint-Etienne battu par Nice à domicile ce week-end, a 2 matchs importants à jouer au Havre et à Montpellier. 2 mauvais résultats sur ces 2 matchs pourraient-ils rendre très compliqué le maintien des Verts, sachant qu'après la trêve, ils vont jouer Paris, Lens, Brest, Strasbourg, Lyon, Monaco sur les 8 derniers matchs restants. De toute façon, on sait que la situation de Saint-Etienne, elle est très très difficile, que l'absence absolue, quasi absolue de recrutement est assez incompréhensible de recrutement dans ce mercato d'hiver. On se demande d'ailleurs pourquoi ce groupe a racheté Saint-Etienne, si c'est pour mettre si peu d'argent dedans et laisser l'équipe se démerder avec un groupe qui de toute façon est clairement, même s'ils arrivaient à s'en sortir, n'est clairement pas taillé pour la Ligue 1, parce que si Saint-Etienne s'en sort là, le problème se reposera dès la saison prochaine, à moins cette fois effectivement d'un recrutement. Mais pourquoi recruterait-il au prochain mercato alors qu'ils l'ont pas fait, alors que les manques de l'équipe étaient criants à ce moment-là. Donc voilà, c'est dommage pour Geoffroy Guichard, pour le public, mais on a l'impression que ces gens ont racheté le club et qu'ils avaient finalement peut-être pas très envie de l'avoir. C'est quelque part effectivement incompréhensible.